fait, c'est vraiment émetteur de dioxyde de carbone. Les collègues de l'Université de Reims qui travaillent sur le changement climatique, donc des physiciens, nous ont montré une cartographie de Bazancourt près de Reims. Les émissions de CO2 sur une caméra comme infrarouge, hein, pareil, avec des couleurs, hallucinant. Et en fait, c'est un gros émetteur de CO2. Et à un tel point que il faut apprendre à décarboner quand même. Et récemment, peut-être dans les médias, dans les journaux, on apprend que ce site industriel, qui est considéré comme un exemple en matière de production d'énergie renouvelable, eh bien, pourrait collaborer avec une start-up qui produit des mini-réacteurs nucléaires. Oui. Je peux peut-être me permettre d'intervenir. J'ai travaillé plus de 30 ans sur ces sujets-là, sur ARD en fait. Hein. Ah, très bien. Donc la planche que vous avez montrée, je suis un petit peu à l'origine de cette figure de symbiose entre les industries. Ce qu'il faut voir, je dis toujours, l'hydrate de carbone fixé par la photosynthèse d'un champ de betterave, en 6 mois de temps, c'est autant qu'une forêt vierge. Déjà, il faut ramener. Donc, en fait, ok, on peut montrer cette photo-là de concentré, mais là aussi, on s'est amusé avec un stagiaire qui est d'ailleurs maintenant responsable du service. Hein, parce que j'ai quitté il y a un an, j'avais demandé, voilà, parce que quand j'avais fait les études, les premières UV sur l'écologie à Reims, je faisais partie de ces étudiants-là. Il y avait 2 choses qui m'avaient interpellé, surtout une, et là, je me suis dit, non, là... il y a quelque chose, il y a un gros problème. En gros, la personne qui intervenait, 1 calorie injectée au début du siècle, 4 récoltées. Énergie humaine, on va dire, hein, et animale. Et quand j'étais sur les bancs d'étudiants, c'était l'inverse. Oula, je me dis, là, il y a un problème. Ou bien je deviens un militant pur et dur, ou bien je rentre dans le système pour essayer de le faire évoluer. C'est mon choix, finalement, et de par mes origines paysannes et autres, et sobres, finalement. Et je ne regrette pas, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, j'avais un peu plus de latitude en tant que responsable de service et autres, de proposer notamment à des stagiaires, hein, donc là c'était un ingénieur, de me faire justement le rapport énergie entrante, donc minérale, et sortie. Très bien. Donc on s'est arrêté au périmètre sortie-usine, hein. Donc en fait, selon les configurations, on évolue. En fait, aujourd'hui, j'étais quand même rassuré. Est-ce qu'on est capable, puisque c'est cité comme modèle que vous dites, hein, est-ce qu'on est capable, si nous on n'est pas capable, à Bazancourt, ou pour un agriculteur, d'avoir une balance positive, là, ça craint vraiment, hein, je veux dire. Hein. Donc en fait, j'étais rassuré parce qu'on a quand même un bénéfice. Et on peut, quand on ajoute toutes les boucles, alors là, au début, tout n'y est pas, mais toutes les boucles, y compris la méthanisation, méthanation, on travaille là-dessus, notamment avec l'école centrale et autres. Hein. Et en fait, on peut arriver, là on était déjà arrivé à une injectée et on dépassait les 4 récoltées. Attention, hein, parce qu'après il y a le modèle de vente, et on peut aller même au-delà avec la méthanation, avec plein de choses. On pourrait même faire de l'hydrogène biosourcé, ARD on est capable. Hein. Oui. Sur mon départ, c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, hein, c'est ça qu'il faut vraiment travailler. On est capable avec les universitaires qui sont à côté de nous, etc. Et juste une dernière question, enfin une précision aussi, cette approche, je dirais, biotech, hein, vous avez raison de souligner, bon, il y a une question philosophique, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais il faut aussi relativiser, et on s'était amusé aussi, la capacité qu'a, je présentais toujours ça comme étant une grosse ferme, où il n'y a pas de déchets. Et c'est le cas, je veux dire. Hein. C'est vrai, j'ai entendu parler de ce projet-là avec Bazancourt et le nucléaire, ça ne se fera pas, hein, rassurez-vous. C'était une idée, c'est tout simplement parce que ce site est quand même gros consommateur d'énergie, mais il faut ramener ce site-là. On s'était amusé aussi à faire un mini-cycle, analyse cycle de vie à l'échelle du... Et en fait, si on compte tout l'énergie pour labourer, semer, etc., la biomasse produite, donc en fait, on a une capacité de plus de 2 millions de personnes. Rien que sur l'indicateur eau, la ville de Reims, c'est 10 millions de mètres cubes d'eau pour aller, on va dire, 300 000 habitants. On est beaucoup moins. Ah oui, carrément. Oui, c'est tout ça aussi qu'il faut mettre. Et juste là, l'analyse, en fait, je pense que ça fera partie du débat et des groupes, parce que c'est comme ces chiffres-là, c'est vraiment, enfin, bravo hein, pour la façon de présenter ces aspects-là. Mais après, voilà, ça c'est le travail de cet après-midi de tout le monde. Carrément. Comment on arrive à ne pas faire peur aussi,
C'est ça. aux jeunes générations, parce que là, on a besoin d'eux aussi pour l'innovation. Enfin, vous êtes bien placés. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et donc, effectivement, moi, quand je vous présente ça, comme je disais, c'est pas une critique personnelle, c'est quelque chose qui vient s'ajouter dans les médias, et on se dit, mais finalement... Micro. Excusez-moi. Oui, donc effectivement, on est un peu... quand on voit des choses apparaître comme ça ne fait pas forcément plaisir pour ceux qui lancent le projet, qui s'engagent sur la thématique. Donc évidemment, ça peut poser question, et c'est pas un secret, voilà, c'est affiché c'est un rapport de l'AFP, donc du coup, c'est une information qui tourne, et comme vous le disiez tout de suite, c'est tout un travail qu'il faut faire pour pouvoir voir les conséquences. Ce serait dommage de dire, tiens, je produis des biocarburants, mais d'un autre côté, il faut que j'utilise quelque chose qui vient d'un autre temps, peut-être d'un autre temps, parce que le nucléaire, c'est encore un autre sujet, d'accord ? Bon, voilà, donc effectivement, vous avez ça. Et donc pour terminer, et c'est ça qui est important, puisque vous disiez que vous venez de monde paysan, vous êtes agriculteur, je ne me trompe pas, vous venez de ce côté, peut-être pas mal d'entre vous aussi, on oublie aussi quelqu'un, hein, on oublie aussi nos agriculteurs. Je pense que quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de l'industrie, on parle du numérique, mais on oublie ceux qui nous nourrissent. C'est vraiment important, parce que, pour ça je dis les oublier, parce que maintenant ils ont d'énormes responsabilités. Alors des responsabilités d'abord pour eux, pour nourrir leur famille, pour gérer les crises écologiques, la crise climatique, hein, on voit bien avec les pluies diluviennes, c'est très compliqué. On leur demande de nourrir la population de manière propre ou avec des produits de qualité. On leur demande maintenant de produire des choses à vocation non alimentaire. Alors si vous êtes intéressé par la place des agriculteurs dans la Champagne crayeuse ou pouilleuse, si vous voulez, il y a des anciens étudiants qui étaient à AgroParisTech, qu'on a accompagnés dans notre laboratoire à regard, qui ont décidé de bifurquer, hein, c'est le mot à la mode, hein, c'était des agronomes au départ, des ingénieurs agronomes, et ils se sont mis à faire un documentaire qui s'appelle « Tu nourriras le monde », l'histoire de nos plaines agricoles, et donc c'est un documentaire qui parle des agriculteurs dans la Marne, en fait, hein, la Marne, le nord de l'Aube, Champagne-Crayeuse. Très 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 bien. Ça va sortir en DVD, je pense. Ça va sortir en DVD, mais je vous conseille de le regarder, c'est très très bien fait. C'est fait par des anciens étudiants, c'est très professionnel. Et ce sont des agriculteurs qui sont interviewés, des paysans orientés vers l'agriculture biologique, pas que, hein, mais en grande partie vers ceux qui revendiquent la paysannerie, versus l'agriculture productiviste. Et il y a Sur quel site? Alors, c'est sur leur site internet de Parole de Paysans. C'est Parole de Paysans, vous cherchez sur internet en consommant beaucoup d'énergie. Voilà. Il vaut mieux aller à la BU, à la bibliothèque universitaire ou à la médiathèque. Mais donc c'est sur Parole de Paysans, et puis voilà, Tu nourriras le monde. Je sais qu'il proposait de le voir gratuitement l'année dernière, c'était au mois de janvier. C'était au mois de janvier, quand les agriculteurs ont décidé de manifester dans les rues, ils ont permis aux gens pendant une semaine de consulter gratuitement. C'est très très bien fichu. Oui, je confirme. Vous l'avez vu? Oui. Voilà, bon, voilà. Donc vous voyez, alors imaginez-vous, on leur demande à ce qu'ils produisent mieux, ils sont confrontés à beaucoup de précarité, mais on leur demande maintenant de contribuer à la production de biocarburants et autre chose. Ce qui fait que la barre commence à être très très chargée. Je vais en finir par là. Je finis ici pour vous montrer à quel point les agriculteurs sont aujourd'hui chargés par de nouvelles responsabilités, donc il ne faut pas les oublier. Je vais vous montrer un peu des résultats de travaux de recherche qu'on a réalisés avec Martino Niedu, etc. Martino et Franck Dominique. Donc en fait, pendant 4 ans, 5 ans même, on a mené un projet de recherche auprès des agriculteurs pour voir comment ces agriculteurs s'adaptaient à cette société de l'après-pétrole visant à mieux nourrir et à produire plus de ressources à vocation non alimentaire, énergie, matières premières. Et nos résultats m'ont permis d'identifier différentes familles d'agriculteurs, différentes pratiques. Donc des choses nouvelles qui viennent s'ajouter au monde paysan, ou agricole, agriculteur, ce que vous voulez. D'abord, en fait, l'agriculteur, quand on lui demande de s'engager sur cette thématique de production d'énergie renouvelable, il est confronté aux enjeux liés à la gestion du capital. C'est tout bête, du capital, de ce qu'il possède. Alors, il a la possibilité, l'agriculteur, quand il s'engage vers la production d'énergie renouvelable, soit de produire de la biomasse, de produire de la matière renouvelable et c'est transformé par une infrastructure industrielle qu'il ne possède pas. Donc, en fait, il produit de la matière première à quelqu'un qui va le transformer à sa place en échange d'une rémunération. Ou sinon, l'agriculteur a la possibilité de transformer par lui-même
la matière première qu'il produit ou qu'il récupère d'un autre agriculteur pour en faire de l'énergie. Donc en gros, l'agriculteur, il peut le dire, soit je fais de la matière première pour nourrir la population, et il y a une partie qui part vers quelqu'un d'autre qui va transformer à ma place pour répondre aux besoins, ou sinon je transforme sur place. Il y a de vrais enjeux parce que l'agriculteur, quand il fait ce choix, il décide de s'endetter, d'investir par lui-même et d'apprendre par lui-même sur son exploitation, alors que parfois on peut avoir la facilité de dire que je produis ma matière première et je la vends. Et je récupère l'argent et on verra plus tard. Donc ça, c'est les deux enjeux, la détention du capital et tous les enjeux financiers qui s'y rattachent, dans un contexte de pression puisqu'il faut produire plus d'énergie renouvelable. Et ensuite, l'agriculteur va s'intéresser aussi à la manière dont il va valoriser, ou plutôt ce que va devenir cette biomasse. En fait, on a deux trajectoires. Soit vous décidez d'utiliser la biomasse pour produire du carbone renouvelable, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc en fait des blocs de Lego qu'on retrouve tant dans le pétrole que dans les plantes, et on va les réassembler pour faire la même chose. D'accord ? Soit on va décider de conserver la complexité de la plante, c'est-à-dire que on considère que la plante a des fonctions qu'on n'est pas capable de produire, de créer, c'est-à-dire que l'évolution a fait que certaines plantes ont des caractéristiques incroyables, et que ça ne sert à rien de réinventer, il suffit juste de se baisser pour ramasser, et on garde la complexité de la plante. Donc si on garde la complexité, ou si on déconstruit la plante dans son plus simple appareil pour recomposer la même chose, ce n'est pas la même façon de faire de l'agriculture. Du biocarburant, faire du biocarburant, ce ne sera pas la même chose que faire du biogaz avec la méthanisation. Donc il y a différentes façons de faire. Alors, des exemples, donc c'est ça, je fais vite. Donc vous avez Bazancourt-Pomacle, voilà, on récupère la ressource agricole, l'agriculteur fait la biomasse, envoyée à Bazancourt pour faire du carbone renouvelable. On peut très bien faire la même chose en produisant du chanvre, du sainfoin, etc. Donc là, l'agriculteur produit sa propre plante et fait transformer par quelqu'un, je pense à la luzerne aussi. Mais on peut aussi avoir des agriculteurs en bas qui décident de produire par eux-mêmes des ressources de qualité à vocation alimentaire. Et un autre profil, des agriculteurs donc c'est l'exploitation, donc en fait on transforme l'exploitation autour de l'agriculture biologique et on garde la complexité de la plante parce qu'il y a plein de particularités intéressantes, on fait quelque chose de qualité. Et d'un autre côté, on peut très bien avoir des agriculteurs qui décident d'utiliser leur surface agricole et leurs infrastructures, non plus pour nourrir la population en priorité, mais pour fournir de l'énergie. Ça peut être une tendance, attention, c'est des tendances. Donc en fait, si vous voulez, on peut avoir des agriculteurs qui ont des pratiques de produire de la biomasse pour transformer par quelqu'un d'autre pour faire des bioénergies. C'est ce qu'on appelle la biomassiculture, j'appelle biomassiculture. L'agriculteur est là pour produire de la biomasse, transformée par quelqu'un d'autre. C'est un modèle économique très particulier, où en fait ça peut être un fournisseur. Donc dans les arbitrages, parfois c'est compliqué, parce qu'il faut nourrir la population et en même temps nourrir les machines, les industries. Les moléculteurs, en gros, des agriculteurs qui produisent qui utilisent du chanvre et qui font de la valeur ajoutée. Donc là, c'est pas pour les bioraffineries pour faire du biocarburant, mais c'est pour faire des biomatériaux comme le béton de chanvre ou nourrir les animaux. Voilà. L'écoloculteur, donc ça, c'est l'écoloculture, c'est une autre façon de faire, c'est intégrer les limites de la biosphère et la complexité de la plante au profit de l'exploitation agricole. Je vais vite. Et après, on a un profil qui s'appelle l'énergiculture, où là, l'agriculteur va utiliser ses surfaces agricoles. Attention, c'est des situations extrêmes, on en retrouve dans nos entretiens, où en gros, les agriculteurs décident de ne plus faire de l'élevage ou de ne plus faire de l'agriculture, d'utiliser leur surface pour faire pousser des plantes, pour faire de la bioénergie uniquement, parce que c'est plus facile à transmettre à ses enfants, puisque les enfants ne sont plus agriculteurs vraiment, ils sont producteurs d'énergie, et ce sera plus facile pour la transmission. Parce que les agriculteurs, ils ont un peu de mal à trouver les racheteurs. Donc s'ils disent nos enfants ne sont plus agriculteurs, ils n'auront plus de vaches, etc., ils auront des surfaces qu'il faudra faucher et on fera de l'énergie, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant pour conserver le patrimoine familial. Voilà. Alors voilà, j'ai bientôt fini et merci de votre patience. Ici, la tendance actuelle, c'est que au regard de ce qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire aller vers la sobriété en étant plus économe, produire des énergies renouvelables, on a une tendance quand même à inviter les acteurs économiques à produire encore plus d'énergie renouvelable pour répondre aux besoins. Alors évidemment, vous avez l'agriculteur lambda qui produit de la biomasse pour la bioraffinerie, faire des biocarburants. Mais aujourd'hui, on a un autre sujet qui arrive, c'est celui de la place de l'agriculteur qui utilise la méthanisation. C'est une autre façon de faire.
qui produit du biogaz et du digestat, donc en fait un coproduit qui sert d'engrais, pour faire ça, on va amender les sols. Mais alors autant dans la bioraffinerie, bon, c'est bien stabilisé, hein, vous avez des contrats de filière, la betterave, paf, ça passe, vous récupérez, vous faites du biocarburant, ça c'est un enjeu. Mais il y a un autre enjeu aujourd'hui, c'est la méthanisation. Parce que autant dans les années 2000, les agriculteurs avaient un méthaniseur, pas loin de Pourry-Saint-Rémy, il avait un méthaniseur, c'était un complément de revenu. Donc ça permettait de compléter la fin de mois. Sauf qu'aujourd'hui, au regard de la crise écologique, la crise énergétique, les politiques publiques ont demandé aux énergéticiens comme Engie, comme GRDF, de piloter cette production d'énergie renouvelable. Et elles sont dans l'obligation, pour la méthanisation j'entends, de répondre à certains objectifs. Si ces derniers ne sont pas remplis, les énergéticiens paieront des amendes à l'État. Donc maintenant, les énergéticiens mettent la pression aux agriculteurs pour qu'ils investissent par eux-mêmes, prennent des risques, etc. Ce qui fait que les agriculteurs ne veulent pas prendre de risques, s'investissent dans des projets beaucoup plus ambitieux, où on retrouve aujourd'hui des méthaniseurs avec 150 agriculteurs, 5000 hectares dédiés pour le seigle uniquement, parce que le seigle a un haut pouvoir méthanogène pour faire de l'énergie, et ça se passe à Dijon. Voilà. Et c'est une multinationale de l'énergie, je me demande si c'est pas Shell ou BP ou je ne sais quoi, qui a repris les manettes. Donc en gros, l'agriculteur qui essaie de développer des choses pour sa propre autonomie, dans la suffisance, le respect des limites, en respectant son sol, va se retrouver dans une situation de précarité, va signer des contrats avec des gros industriels et va fournir de la matière première qui ne sera pas destinée à l'alimentation humaine. Ce qui pose d'autres sujets. Voilà. Il y a une limite de production de végétal, qui est de 20% ou la Oui. surface agricole. Tout à fait. Alors, il y a certains agriculteurs, tout à fait, donc c'est ce qu'il faut respecter. Et ces mêmes multinationales qui prennent le dessus, c'est elles aussi qui proposent des engrais pour faire pousser. Tout à fait. Parce que là, j'imagine qu'on ne fait pas pousser avec des rendements comme ils veulent, sur des simples assolements triennales et compagnie. Tout à fait. Et il y a une vraie il faut en plus repenser les cycles de rotation dans les sols. Et ça devient très complexe, parce que si on veut moins d'intrants, il faut aussi mettre des fauches. Le FIA ? Le micro. Ah pardon, oui, je parle beaucoup plus fort. Vous avez raison, et ça reconfigure les pratiques agricoles. Les cycles de rotation, on y met du chanvre en milieu de culture, au milieu de cycle, parce que ça absorbe les métaux lourds et puis en même temps ça restitue de l'azote. Et puis effectivement, ça dépend aussi du climat, des conditions climatiques, la sécheresse. Ça devient très compliqué pour les agriculteurs. En toute sincérité, et comme c'est la base de tout, l'agriculture, il ne faut pas les oublier. Voilà. Et bien sur ce, merci de votre patience. Ça devait durer 45 minutes, ça a duré longtemps. Mais je pensais qu'il fallait qu'on en discute et merci de votre gentillesse.